C'est l'heure du second débat de ce sens public, direction les États-Unis avec une incertitude qui est totale à moins de 2 semaines du scrutin présidentiel. Peut-on espérer un vainqueur clair dès le 5 novembre? Faut-il craindre un nouvel assaut insurrectionnel en cas de défaite de Donald Trump? Les démocrates peuvent-ils eux aussi remettre en cause les résultats? Certains États pourraient-ils faire sécession? Vous le voyez, il y a énormément de questions avant d'en débattre. Les dernières heures de cette campagne marquées par les attaques de Kamala Harris sur la fascination de son adversaire pour les dictateurs. Marion Lompageux. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, la candidate démocrate frappe fort et revient sur les propos de John Kelly, sorti dans le New York Times cette semaine. Le général 4 étoiles et ancien chef de cabinet de Donald Trump y expose la fascination du candidat républicain pour Adolf Hitler. Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler, l'homme qui est responsable de la mort de 6 millions de Juifs et de centaines de milliers d'Américains. Donald Trump est de plus en plus dérangé et instable. Depuis le début de la campagne, les deux candidats s'invectivent et Donald Trump ne s'est pas privé hier lors de son meeting en Géorgie de sa rhétorique agressive, faite d'attaques personnelles contre la démocrate de 60 ans. Ce n'est pas une personne intelligente, c'est une personne à faible QI. Des millions d'Américains souffrent de l'inflation, perdent leur emploi, n'ont plus les moyens de se loger, de faire leurs courses ou d'acheter une voiture. Et pourtant, Kamala importe des millions de clandestins à travers nos frontières et leur accorde des avantages fiscaux à vos frais. Après son débat raté début septembre, Donald Trump a refusé toute nouvelle rencontre avec la candidate démocrate. Il préfère le bruit médiatique. Donald Trump, en réalité, fait actuellement ce qu'on appelle des aspérités. Il fait des sorties qui sont des saillies. Le résultat, ça marche. Le monde médiatique qui a besoin d'intéresser, qui cherche lui aussi à avoir un récit dans cette campagne, se précipite sur les déclarations de Donald Trump. Et on ne parle pas, encore une fois, des dossiers de fond, des problèmes de la vie quotidienne des gens. Dernière attaque en date du milliardaire, la présence de militants du Labour, le parti travailliste britannique, faisant du porte-à-porte pour Kamala Harris. Trump y voit une ingérence étrangère alors que la loi américaine les y autorise. La démocratie américaine, ses valeurs au cœur de la campagne présidentielle. On en débat avec Gallagher Fenwick. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes éditorialiste de politique internationale à LCI, ancien correspondant à Washington. Agnès Trouillet, bonsoir et bienvenue. Maître de conférence en civilisation des États-Unis à l'université Paris-Nanterre. Maxime Chervaux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, enseignant agrégé à l'Institut français de géopolitique. On est en duplex avec Richard Verly. Bonsoir Richard. Richard qui est envoyé spécial du média suisse Blick aux États-Unis et on peut suivre votre série, Blick in the USA. Et on voit que Oui, absolument. Et je voulais vous présenter, je suis à Washington DC avec Robert King. Robert King est le leader ici de la campagne électorale pour faire voter les hommes noirs américains. Parce que Kamala Harris redoute de ne pas les avoir, ces hommes noirs américains au rendez-vous du 5 novembre. Et lui, il est la tête de file à Washington DC et je suis chez lui en ce moment dans la capitale fédérale. Merci beaucoup Richard, on vous retrouve évidemment tout au long de ce débat et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, merci d'être évidemment resté à mes côtés. Bon, ces accusations, cette fascination de Donald Trump pour les généraux d'Hitler, Gallagher Fenwick, que peut peser cette affaire dans l'opinion américaine? C'est assez difficile à évaluer d'ici. Dans un monde normal, ce serait ce qu'on appelle la surprise du mois d'octobre. C'est-à-dire c'est la bombe qui explose et qui peut faire basculer l'élection pour un candidat ou une candidate. Mais malheureusement, nous ne sommes pas... Alors, je vous interromps parce qu'on a perdu votre micro ou alors il ne fonctionne pas. Donc, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. On va intervenir pendant ce temps-là. C'est pas grave, c'est du direct. Ce sont des choses qui arrivent et je m'en excuse auprès de nos téléspectateurs. On n'a pas entendu le début de réponse de Gallagher Fenwick. Est-ce que... Je suis pas sûr que ça. On va régler ça. Agnès Trouillet, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une forme de fascination de Donald Trump pour les dictateurs? C'est le thème de campagne de Kamala Harris depuis 24 heures. Oui, et d'ailleurs c'est quelque chose qui fonctionne très bien puisque Kamala Harris, grâce à cet argument, peut rassembler tous les démocrates, les plus progressistes, à ceux qui doutent encore de sa candidature, autour de cet argument qui fait que Donald Trump sera forcément
pire serait forcément pire s'il était élu président. Et que on entend. Oui, pardon. Allez-y, continuez. Et que donc, voilà, c'est ce qu'elle a utilisé hier soir lors du town hall sur CNN en Pennsylvanie. Et donc, c'était une façon d'avoir un argument rassembleur. Tout le monde est d'accord pour dire que Trump pourrait être un dictateur et donc les démocrates se rallient forcément à cet argument. D'un autre côté, utiliser cette rhétorique à ce niveau du parti, c'est-à-dire les ténors du parti et donc la vice-présidente en lice pour la campagne présidentielle, dans la campagne présidentielle. C'est la première fois que les ténors du parti se saisissent de cette rhétorique. Jusqu'alors, c'était plutôt des membres plus bas dans l'échelle partidaire. Et donc, ça prouve qu'on est passé là à un niveau supérieur. On est à quelques jours de la fin de la campagne. On est à 12 jours, donc là, on est en tension maximale. Voilà. Vous disiez la surprise d'octobre, c'était quoi, Gallagher? Je crois que ça marche de nouveau. Oui, vous m'entendez, c'est bon, tout le monde m'entend bien. Oui, alors moi je vous entendais tout à l'heure. Heureusement, je commence à vieillir, mais ça allait encore. J'avais pas besoin d'un micro. Dans la régie. Mais là, tout le monde vous entend. Non, je disais qu'il y a ce qui s'appelle traditionnellement la surprise du mois d'octobre. Par exemple, en 2016, c'est les Hollywood Access Tapes. C'est quoi déjà? Alors, c'est la vidéo qui sort d'un Donald Trump qui enregistre une émission et qui dit qu'il peut se permettre d'attraper les femmes par leur parti et que de toute façon, il s'en sort à chaque fois parce que c'est une star. Et là, on se dit, c'est un scandale d'une telle proportion, sur des propos tellement graves, outranciers, d'une misogynie incommensurable, on se dit c'est perdu, et il le gagne. Et c'est quelque part à partir de là qu'on bascule dans un autre monde, j'allais dire, au sens politique du terme. Et donc, les propos qui sont tenus par le général Kelly, donc l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, où il explique par le menu que Donald Trump, lors de conversations, lui dit toute l'admiration qu'il vaut à la figure d'Hitler, et il dit, je cite, « Je voudrais avoir les généraux comme Hitler », sont scandaleux, c'est d'une extrême gravité. Pour autant, votre question, est-ce que ça fait basculer les sondages? Est-ce que ça fait bouger l'aiguille? Non. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans votre sujet que vous avez diffusé tout à l'heure? C'est Kamala Harris qui est obligée de sortir devant sa résidence à Washington DC pour essayer d'amplifier cela, pour essayer d'appuyer quelque part pour cela. Mais Donald Trump enchaîne tellement de scandales que je vous en fais le pari, dans 48 heures, il y en a un autre et on aura oublié Hitler. Et on aura oublié celui-là. Maxime Chervaux, ça pose la question de finalement, quelle conception de la démocratie a Donald Trump? Et donc, est-ce que c'est un thème de campagne, l'avenir de la démocratie américaine, les valeurs de la démocratie américaine? Ça pèse. Je sais que, par exemple, Barack Obama met ça en avant dans ses interventions. C'est un enjeu, c'est une question que se posent quand même les Américains, même les républicains, ou plus du tout? Alors, ironiquement, c'est une question qui peut peut-être toucher une partie du Parti républicain modéré, l'habitant des banlieues américaines, des banlieues assez aisées ou de la classe moyenne. Mais en même temps, c'est pas un sujet nouveau dans la campagne. C'est-à-dire que la question de l'état de droit, après ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, est au cœur de la campagne. Elle a été en 2022, elle a été en 2024. Mais c'est pas, comment dire, même dans les sondages, on le voit, c'est une priorité, mais c'est la 3, 4, 5e priorité qu'on va souvent retrouver dans les sondages. Derrière, sans surprise, l'inflation, le coût de la vie, le chômage, le cas échéant, l'immigration. Et même du point de vue purement démocrate, voire modéré, on va avoir l'avortement qui va arriver aussi un petit peu loin derrière, et va arriver. Et en fait, ironiquement, la question de l'état de droit qui peut paraître, surtout l'étranger, fait peur, en plus, parce que c'est quand même un allié, l'allié américain qui potentiellement, qui pouvait donner des leçons pendant très longtemps et qui tout d'un coup devient un sujet de problème également. Ça arrive très loin dans les priorités de la vie quotidienne des Américains, malheureusement au même niveau que le changement climatique, par exemple. Donc c'est un sujet que Kamala Harris et les démocrates ont beaucoup défendu. On l'a vu à la Convention démocrate, on l'a vu, Joe Biden insistait beaucoup également dessus quand il était le candidat. Mais en même temps, quand on donne ses priorités avant d'aller voter, ça apparaît très très loin dans l'ordre des priorités. Richard Verly, votre retour d'expérience, puisque vous sillonnez les swing states, les États pivots depuis plusieurs jours. Là, vous êtes à Washington. Et donc là, sur ces dernières 24 heures, cet élément de campagne, cette surprise d'octobre, comme disait Gallagher tout à l'heure, on en parle très peu, ça prend ou pas? Parmi les gens que vous avez croisés, hein, évidemment.
Oui, on en parle incontestablement et je peux vous dire qu'à Washington en particulier, la capitale fédérale, le cœur du pouvoir politique américain, beaucoup de gens commentent cette interview du général Kelly et ce que ça dit du tempérament de Donald Trump et d'une certaine manière de ses valeurs, de son rapport au pouvoir. Mais par contre, il y a un élément, et Gallagher en a un peu parlé, et je peux le confirmer, je vous présentais tout à l'heure donc Robert King qui milite pour faire voter les hommes noirs américains, eh bien il me disait que cette rhétorique de l'homme fort, de quelque part de l'homme autoritaire chez Trump, eh bien ça plaît y compris à des électeurs noirs américains. C'est ça le problème, c'est que vous avez tous ceux qui sont absolument dégoûtés de ce rapport de Donald Trump à l'autoritarisme et vous avez une partie de l'électorat, notamment chez les hommes et chez les latinos, chez les noirs également et puis chez tout ce peuple blanc qui vote Trump, eh bien eux, ça ne les choque pas. Ils estiment pour un certain nombre qu'il faut un homme fort en Amérique aujourd'hui parce que seul un homme fort peut défendre les intérêts de l'Amérique. Et c'est ça cette difficulté. Je peux vous dire que la personne avec qui je suis en ce moment, il passe son temps à dire aux hommes noirs américains, vous vous trompez, c'est Kamala Harris votre candidate, mais le message, il n'est pas si facile que ça à faire passer. Ouais. Il y a déjà, je crois, 26 millions d'Américains qui ont déjà voté, puisqu'on peut aux États-Unis voter par anticipation dans certains États, je crois que c'est depuis le 20 septembre, hein, c'est surprenant pour nous. Est-ce que c'est le signe d'une forte mobilisation des électeurs? Est-ce qu'il y a déjà une petite leçon à tirer de ces 26 millions qui ont déjà voté? Oui, le taux de vote, de participation, pardon, il marque un niveau d'engagement qui est très très fort. Donc on risque d'avoir des chiffres qui sont encore supérieurs à ceux de 2020, dont je rappelle que c'est un scrutin qui a donné un candidat, en l'occurrence Trump, avec plus de votes républicains, enfin du côté républicain qu'il n'y avait jamais eu. Oui. Mais pareillement, Joe Biden, qui était à plus de 81 millions de voix, c'était 75 au vote populaire, donc le vote total pour Donald Trump. Donc ces chiffres vont vraisemblablement être très très forts. La question, c'est de savoir est-ce que ça avantage qui ça les républicains et les démocrates. Là, il y a un vrai débat à avoir. Mais de toute façon, on sent que oui, il y a un niveau d'engagement qui est très très fort et c'est une élection qui polarise, qui inquiète, comme ça a été dit précédemment. Et avec, à ce stade, si on fait la photographie à l'instant T où on se parle, là, une situation vraiment de coude à coude, de quasi-égalité, et ça, c'est pas très bon pour Kamala Harris. Oui, parce que si on regarde ce qui s'était passé il y a 4 ans, Joe Biden avait beaucoup plus d'avance, notamment dans ses États pivots. C'est intéressant de regarder, Agnès Rouillet, effectivement, sur cette participation, peut-être. Si on rentre dans la finesse, je ne sais pas si on a ces données, mais dans les fameux États pivots, est-ce qu'on sait s'il y a une mobilisation déjà avec les votes enregistrés plus forte dans certains États? Est-ce que c'est beau? On aime toujours aller trop vite, nous, les journalistes, on voudrait déjà donner le résultat 12 jours avant. Mais est-ce que on en est à ce point de finesse d'analyse ou pas encore? C'est trop tôt. Dans les sondages, par exemple. Oui, alors c'est difficile de mesurer, puisque les données arrivent au jour le jour. Mais par exemple, si on prend la Géorgie, dès le premier jour, ça avait été multiplié quasiment par 3 par rapport à 2020, le nombre de gens qui s'étaient déplacés pour voter de façon anticipée, en personne. D'accord. Voilà. Et ça continue apparemment, donc c'est un flot ininterrompu. Alors je n'ai pas les chiffres pour la Pennsylvanie, mais je sais que en Pennsylvanie, ça avait été multiplié par 10 le vote par correspondance en 2020 par rapport aux années précédentes, enfin au cycle précédent. Donc on va voir ce que ça donne cette année. Le Wisconsin, là, apparemment, il y a eu des petits dérapages parce qu'ils ont des coupures de courant qu'ils estiment sont dues à un tel nombre d'électeurs que il y a eu des problèmes, des pannes, etc. Et donc il y a des petites choses qui décalent comme ça les comptages, mais on a des chiffres très importants sur cette taux de participation. Gallagher, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder. En fait, ce que nous donnent par contre les sondages, et c'est pour ça que Richard Verlier insistait sur la présence à ses côtés de cet homme qui essaie de mobiliser le vote nord-américain, c'est qu'on voit dans les sondages une vraie érosion du côté des votes des minorités. Vote noir, vote latino, qu'il faut découper, parce que le vote latino n'existe pas, c'est vénézuélien, mexicain, guatémaltèque, etc. Vote juif également, et ça inquiète beaucoup le camp démocrate. Ça se joue sur quelques points de sondage, mais cette élection, si elle se joue à quelques milliers de voix, c'est très problématique pour D'ailleurs, Kamala Harris, elle est avec Barack Obama et Bruce Springsteen aujourd'hui. Et Beyoncé demain. Et Beyoncé demain. Donc l'objectif, c'est quoi? Alors je suis peut-être totalement caricatural, mais il y a effectivement la mobilisation du vote
vote noir, c'est une des priorités du camp démocrate? Ah, complètement. Disons que pour pouvoir gagner l'élection, Kamala Harris, c'est qu'apparemment, selon leur modèle, ils arrivent à récupérer un peu plus de vote blanc que ce qu'on aurait pu imaginer auparavant. Le problème, c'est que ce modèle marche de victoire si jamais il conserve à peu près 85% du vote noir, à peu près, avec un taux de participation stable. Et au moins, il faudrait quand même bien 60% quand même du vote latino. Pour l'instant, on en est loin. C'est vrai que c'est ce qu'on disait sur le vote anticipé. La grosse difficulté, c'est que tous les États n'ont pas les mêmes règles. C'est par exemple, au Texas, vous n'allez pas vous enregistrer en tant que démocrate ou républicain. Donc on ne sait pas qui va voter, à moins de connaître déjà les listes d'électeurs qui vont dans les primaires d'un parti ou de l'autre. Par contre, dans d'autres États, vous allez avoir l'étiquette partisane et la question de la race ou de l'âge qui va être publiée également aussi. Il faut rappeler que ce qui est interdit en France ne l'est pas aux États-Unis. On peut faire des sondages par origine, par race, ultra précis. Et la question, ils n'ont pas la réglementation, la protection des données non plus aux États-Unis, ce qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses en pleine campagne là-bas. Mais c'est vrai que par exemple sur les États que l'on a maintenant et qui ont des statistiques raciales, on sait que sur tout le vote qui a été fait, donc une grosse partie des 26 millions, on a à peu près 2,7% de latinos. C'est catastrophique du point de vue des démocrates. Et à un moment où les démocrates essayent du coup de faire le plein dans les 7 États qui aujourd'hui sont vraiment disputés, et demain, Kamala Harris part à Houston. C'est-à-dire qu'elle fait le pari au Texas, le pari que Hillary Clinton avait commencé de faire à la fin de 2016 en se disant on a tellement élargi la carte électorale qu'on peut se permettre de parier sur le Texas. Et au moment où elle envoie Tim Walz, par exemple, dans les États son colistier, son candidat à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota, du coup au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie, au même moment, Kamala Harris va, avec probablement Beyoncé apparemment, à Houston, qui, avec ce pari que sa présence pourrait, alors pas forcément faire basculer l'État, mais au moins permettre aux candidats à l'élection sénatoriale, un ancien footballeur américain noir, justement, de battre Ted Cruz, qui était une grande figure du Parti des Républicains. Donc on a vraiment à la fois cette carte qui n'est pas stable et le pari des démocrates de vouloir l'élargir encore plus pour déstabiliser Donald Trump. On va s'intéresser toujours dans notre fil rouge, on va dire, dans ce débat qui est la fragilité, ou pas d'ailleurs, de la démocratie américaine, son avenir en fonction du résultat de cette élection. Évidemment, on consacre un chapitre au spectre du 6 janvier 2021, l'attaque contre le Capitole. On va revoir ces images qui ont frappé évidemment le monde entier. On les a vus, vous les avez vus et revus, ces émeutiers qui forcent l'entrée, qui investissent le bâtiment, des affrontements violents avec la police. Et justement, Sophie, je me tourne vers vous parce que sur ce dossier, Kamala Harris, elle se lance un défi, un drôle de défi. On vient de l'apprendre, enfin ça a été révélé il y a quelques heures, mardi prochain, donc à Washington, à une semaine exactement des élections. Thomas, la candidate démocrate Kamala Harris va donc se livrer à un réquisitoire final contre Donald Trump. Donc comme un point définitif pour terminer sa campagne, une page tournée pour l'emporter. Elle s'exprimera à l'endroit même où l'ancien président et actuel candidat avait harangué ses partisans. C'était juste avant qu'il n'attaque le Capitole le 6 janvier donc 2021. On se souvient, Thomas, des images de l'ellipse, cette vaste zone herbeuse de plus de 200 000 mètres carrés au sud de la Maison-Blanche. Trump y avait convié et retrouvé ses soutiens. C'était juste avant la certification de l'élection donc de novembre 2020. Tous, ils étaient amers, en colère d'avoir perdu. C'était tous dénonçaient des fraudes, évidemment, on s'en souvient aussi. Et l'après-midi, donc Thomas, après le discours de leur idole, ils étaient montés à l'assaut du Capitole et l'ancien président n'avait rien fait au moins pendant plus de 2 heures pour les retenir. Et ce jour-là, la démocratie américaine vacillait. Donc ça, ce sont les images qui ont imprimé pour très très longtemps notre rétine et notre cerveau. Et donc Kamala Harris, en quelque sorte, elle veut en supplanter ces images, c'est ça ? Écoutez, c'est l'idée, Thomas. Et même si en termes d'image, le républicain est de loin le plus puissant jusqu'à présent. Kamala Harris tente le tout pour l'empêcher, pour empêcher la victoire de celui qui est qualifié par le camp démocrate de candidat du chaos et de la division. Donald Trump est de plus en plus déséquilibré et à la recherche d'un pouvoir absolu, a estimé hier mercredi Kamala Harris. Trump est devenu pour elle, et elle l'assume, une menace contre la démocratie. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'elle elle fait pas une campagne sur son programme, elle fait une campagne sur le danger de son adversaire. Eh bien, en tout cas, en partie, effectivement, et elle vise de fait pour cela ceux qui vacillent, c'est-à-dire les Américains attachés à la Constitution et à la démocratie.
C'est ce que raconte très bien notre confrère Philippe Corbet dans une de ses notes passionnantes sur la campagne. D'où son intervention, d'ailleurs, celle de Kamala Harris sur Fox News la semaine dernière, son souhait de faire intervenir la très conservatrice Liz Cheney, qui avait justement rompu avec Donald Trump après l'assaut du Capitole. Mais nous sommes loin de la vie quotidienne des Américains, l'enjeu du scrutin du 5 novembre, car les Américains, il faut le rappeler, vont aussi élire ce jour-là beaucoup de monde. Ils vont élire les représentants de la Chambre, un tiers des sénateurs, des gouvernements, des maires et des shérifs. Ouais. Donald Trump qui avait dit, je crois, comment il avait qualifié Gallagher ce 6 janvier dans un discours. A day of love, un jour d'amour. Un jour d'amour, a day of love, oui, effectivement. Donald Trump, alors ça date d'il y a quelques minutes, qui a répondu à une interview. Il a dit, je crois que c'était dans un podcast, il a dit qu'il allait virer en 2 secondes le procureur Jack Smith. Alors on n'est pas sur l'histoire du Capitole, on est sur l'histoire de la tentative d'inversion des résultats de l'élection en 2020. Je veux bien vous entendre les uns et les autres là-dessus. Qu'est-ce que ça dit là aussi de la conception de la démocratie de Donald Trump? Ce procureur, je vais le virer en 2 secondes. En fait, il y a un fantasme, il est prévalent ici en Europe, sur un affrontement, parce qu'on a en mémoire la guerre de sécession, donc une division nord-sud. À l'époque, ça se jouait autour de la question de l'esclavage. Aujourd'hui, ça se jouerait autour de la question de la démocratie. Je pense que c'est une vision qui, si vous voulez, est obsolète et qu'en réalité, cette guerre civile, dans une certaine mesure, elle a déjà commencé et elle peut s'accélérer sous une présidence de Donald Trump. Comment? Ça se passe au niveau administratif, juridique, vous remplissez les tribunaux d'une justice politisée, vous arsenalisez l'appareil étatique, donc vous terrassez ce que Donald Trump adore appeler l'État profond. La première des compétences qu'il va chercher chez celles et ceux qu'il va nommer, c'est la loyauté, et à partir de là, tout le monde marche droit. Et la raison pour laquelle Donald Trump... Dans le staff de la Maison-Blanche, pardon de nous interrompre, mais ensuite, par capillarité, dans toutes les strates de l'administration et de la justice, c'est ce que j'entends. La justice d'abord, parce que vous allez l'utiliser pour punir, et c'est un Donald Trump avec cette vision très sombre, qui veut justement se venger, parce que vous parliez de Jack Smith, le procureur spécial. Donc tous ces gens-là, il veut les mettre en cabane, il veut les faire taire. C'est pour ça qu'il a cette admiration pour Vladimir Poutine, pour Kim Jong-un, pour ces personnages autoritaires. On parle d'État illibéral. Oui, alors on est au-delà de l'illibéralisme théorisé par l'Hongrois Orban. Mais oui, et donc concrètement, c'est la vision du fameux projet 2025, même s'il dit « j'ai rien à voir avec ça », c'est Mark Meadows, c'est des anciens de son administration qui mettent ça sur pied. Il comprend que c'est problématique dans la campagne, donc ils sont départis, je veux dire, donc c'est quoi, c'est une vision encore plus extrême Une vision autoritaire, ultra verticalisée, avec un pouvoir administratif. Alors, je vous redonne la parole tout de suite là-dessus, mais il y a Richard Verly qui nous fait des grands signes, qui va intervenir. Richard. Oui, parce que vous imaginez qu'à Washington, cette question des institutions, elle est capitale, et c'est pour ça que Robert est revenu à côté de moi pendant que nous étions en train de parler, parce que lui me disait juste avant le début de l'émission, le problème, Richard, c'est que si Trump revient au pouvoir, les Noirs américains, par exemple, à un moment donné, ils vont le redevenir sa cible. Il a intrinsèquement besoin de boucs émissaires. Lorsqu'il sera au pouvoir, il désignera des gens contre qui la colère publique doit porter. Alors pour l'instant, c'est les migrants, on le sait, puisqu'il est prêt à les renvoyer manu militari, mais est-ce que demain, et c'est ce que me disait Robert qui est ici, ce ne sera pas les Noirs américains comme c'était le cas dans les années 60. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre très au sérieux. Alors Washington, vous le savez, c'est une ville noire, majoritairement, mais c'est une ville où beaucoup de gens ont peur de ce que pourrait être une deuxième présidence Trump en termes de fracture de l'Amérique et de ségrégation, une nouvelle forme de ségrégation envers tous ceux qui s'opposent à lui et peut-être aussi envers des minorités qui se retrouveraient rejetées en arrière dans l'histoire. Agnès Trouillet, un recul des libertés finalement, c'est peut-être un risque. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'on le surestime? Comment vous l'analysez ça? Oui, alors, c'est-à-dire que si effectivement Trump venait à être élu et puis verrouillait tous les axes du pouvoir, de la justice aux médias, en passant par le gouvernement fédéral où il voudrait mettre justement des personnes loyales à sa cause, en remplaçant tout le personnel. Donc effectivement, là, à partir du moment où vous verrouillez toutes ces avenues de pouvoir, il est possible de régner en dictateur. Là, c'est la fin effectivement des libertés et c'est l'autoritarisme. Est-ce que c'est quelque chose qui sera mis en place? C'est difficile à dire, parce que c'est aussi une forme de rhétorique qu'il utilise depuis toujours, et quelque chose qui fonctionne finalement, puisque la preuve,
preuve, ça continue de fonctionner. Alors, par rapport à ce que disait votre invité, les avis sont différents selon où on se trouve. Enfin, en discutant avec des Africains-Américains, je parle de la Pennsylvanie ici, des gens qui ne se sentent pas du tout menacés par une présidence de Trump, qui ne se sentent pas du tout en danger. Pour eux, ils voteront pour Trump d'ailleurs. C'est des gens qui portent la casquette Trump, voilà. Et donc, ils ne se sentent pas du tout en danger si Trump devait revenir au pouvoir. Donc c'est très compliqué. C'est ce qu'on disait aussi sur le vote latino. Enfin, évidemment, c'est pas un vote monolithique dont on parle communauté par communauté. Je pense qu'il faut... Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, je voulais dire, il y a aussi des gens, il ne faut pas le sous-estimer, qui pensent que la démocratie est un système qui est révolu et qui théorise la fin de la démocratie. Alors, ils proposent différents systèmes pour le remplacer, le supplanter, mais il y a cette pensée-là qui infuse et qui on va continuer d'en parler. Je vous laisse conclure. Oui, non, c'était par rapport au vote latino. On voit l'emprise que Trump a sur les jeunes hommes, notamment, on l'a dit déjà tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est vraiment inquiétant pour les démocrates, parce que c'est un électorat quand même qu'ils pensaient acquis à leur cause. Et donc, on voit, il va sur l'émission de Rogan, qui est donc un podcasteur très connu aux États-Unis, qui fait du stand-up depuis 35 ans et qui incarne cette masculinité un peu misogyne, un peu raciste, où pas mal de jeunes hommes se retrouvent et donc qui véhiculent toute cette rhétorique et sans complexe. C'est une campagne viriliste. C'est ce côté unapologetic, comme on dit. Voilà, et on ne s'excuse plus d'être un peu autoritaire, un peu... Voilà, en force. Voilà, le mâle blanc dominant, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut craindre des violences après le 5 novembre ? Je vous propose d'écouter Kamala Harris qui parle de certaines menaces proférées directement par Donald Trump. On écoute Kamala Harris tout de suite. Est-ce qu'on a ce son, chers amis ? La candidate démocrate. Si vous écoutez Donald Trump, si vous regardez l'un de ses meetings, c'est lui qui a tendance à rabaisser et à diminuer le peuple américain. C'est lui qui parle d'un ennemi de l'intérieur. D'un ennemi de l'intérieur. Il parle du peuple américain. Il suggère qu'il pourrait tourner l'armée américaine contre le peuple américain. Tourner l'armée américaine contre le peuple américain. À quoi fait référence Kamala Harris ? Regardez cette citation, c'est extrait d'une interview de Donald Trump sur Fox News le 13 octobre. On aura besoin de l'armée pour détruire notre ennemi de l'intérieur, plus dangereux que la Chine ou la Russie. Notre gros problème sont les gens de l'intérieur. Nous avons de très mauvaises personnes, nous avons des personnes folles, des tarés d'extrême gauche. On est bien dans la rhétorique du candidat républicain Maxime Chervaux. Est-ce qu'il faut prendre cette menace au pied de la lettre, utiliser l'armée américaine contre le peuple américain ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons qu'en fait, là où il y a peut-être il cherche à faire sa publicité autour de ça, mais on est quand même assez proche de la rhétorique qu'il avait en 2020. C'est-à-dire que les mots ont parfois un peu changé, les références ont un peu changé, mais si vous vous souvenez, en 2020, il y avait une campagne très très forte contre l'État profond, alors qu'il était président sortant. Il était président même en exercice. Oui. Il était celui qui était, qui avait la charge de superviser, en tout cas le gouvernement fédéral, superviser les élections dans une certaine mesure aux États-Unis. Et au même moment, le président faisait déjà campagne contre l'État profond qu'il supervisait. C'est-à-dire que vous avez cette rhétorique en permanence contre la fonction publique au sens large du terme, contre les traîtres au sein de l'armée, les traîtres au sein de la fonction publique, les traîtres au sein du Parti républicain, d'ailleurs aussi pendant très longtemps. Donc en fait, c'est un peu la même rhétorique qu'on retrouve qu'il y a 4 ans, une rhétorique qui marche assez bien auprès d'un électorat américain qui a le sentiment que la politique va de mal en pis, que leur situation ne s'est pas améliorée, et donc des personnes qui sont prêtes de nouveau cette année à élire Trump comme solution de changement. Et en ça, cette rhétorique, elle marche, en tout cas pour une partie de l'électorat américain. Et elle a même réussi d'ailleurs à fracturer l'électorat noir, qui était un électorat relativement monolithique jusqu'à maintenant, en profitant tout simplement du fait que les dernières, on va dire, très grandes batailles aux États-Unis pour les droits civiques, pour l'égalité de droits aux États-Unis, les années 60, et ben, toute la nouvelle génération qui a 20-30 ans aujourd'hui, ils ne l'ont pas connu.
Même pour certains, ça va être la génération de leurs grands-parents. Donc en fait, tout ce référentiel qui avait structuré déjà l'électorat noir, mais au-delà de ça, une partie de l'électorat américain, derrière plus d'égalité de droits civiques aux États-Unis, cette théorie ne marche plus. Et donc quand vous avez une situation où les gens pensent que leur situation va de mal en pis, cette question de on va aller chercher les traîtres qui sont responsables de tous les maux des Américains et du fait que l'État fédéral ne marche pas, pour une partie de l'électorat indécis, ça marche. Alors il nous reste une douzaine de minutes dans ce débat et il y a encore beaucoup de thèmes passionnants à aborder. On va essayer de se projeter le 5 novembre et dans les heures ou dans les jours qui vont suivre. Est-ce qu'on aura forcément un vainqueur dès le 5 novembre? Voilà une question à laquelle il est compliqué de répondre. Et pour commencer, je propose à Jonathan Dupriez de nous rejoindre, puisque on va parler d'une loi qui a été modifiée. Rebonsoir Jonathan. En 2022, les États-Unis modifient une très ancienne loi pour, on va dire, verrouiller davantage les résultats des élections. On regarde dans le détail ce que signifie ce texte. Oui, tout à fait. Donc retour en 2022, Thomas. Plus précisément en septembre, à cette date, le Congrès américain s'empare d'un chantier titanesque pour moderniser l'Electoral Count Act, en anglais l'ECA, autrement dit sa loi électorale qui datait de 1887. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, ce texte de vieux de 135 ans encadrait la dernière présidentielle en novembre 2020 et jamais elle avait été mise à l'épreuve à ce point, jamais ce texte n'avait prouvé autant ses ambiguïtés et au final son obsolescence. À ce moment-là, on se souvient que des élus républicains s'étaient appuyés sur ces failles pour justement contester l'élection de Joe Biden à ce moment-là à la Maison-Blanche. Et donc cette nouvelle mouture devrait mieux verrouiller la validation des résultats. Alors soyons concrets, ça changerait quoi? Alors le nouveau texte lève déjà toute ambiguïté sur le statut de vice-président des États-Unis qui devait auparavant certifier les résultats émanant de chaque État. En 2021, Mike Pence, que vous voyez ici, il était vice-président de Donald Trump et il avait subi de très grandes pressions pour modifier le résultat de l'élection. Et lui, alors, n'avait pas cédé à ce moment-là, mais c'est ce qui avait précipité l'assaut des partisans de Donald Trump sur le Capitole. Donc cette situation ne sera plus possible désormais. Le texte cantonne le vice-président à un rôle purement symbolique. Est-ce qu'elle institue aussi de nouveaux garde-fous au Congrès? Alors oui aussi, avant il suffisait d'un seul sénateur et d'un seul membre de la Chambre des représentants pour contester les résultats d'un État. En 2020, la contestation elle s'était d'ailleurs centrée sur ces États pivots, là où l'écart était le plus mince entre les deux candidats. Mais là, avec cette réforme de l'ECA, la loi exige maintenant 20% de la Chambre des représentants et 20% du Sénat. En augmentant ces seuils, donc on estime que ça va mieux verrouiller et en tout cas ça fera en sorte il y a moins de risques en gros d'entraver les résultats du scrutin. Merci beaucoup Jonathan pour ces infos. Maxime Chervaux, est-ce que ces garde-fous vont réduire le nombre de recours potentiels, mécaniquement ou pas forcément? Alors, il y a deux choses. Les recours au Congrès, peut-être, parce que autant 20% de la Chambre des représentants, pour l'instant, c'est facile à atteindre au point de vue des électeurs, des représentants qui sont vraiment derrière Trump. Du point de vue du Sénat, 20 sénateurs républicains, peut-être que ça peut être un peu difficile de les réunir. Par contre, il y aura la question des recours devant les tribunaux. Et là, les recours devant les tribunaux ont déjà commencé depuis des semaines et des semaines et des semaines. Il y en a à peu près tous les jours qui sortent de nouveau, sans vraiment de certitude sur ce que ça pourra amener encore pour l'instant, parce qu'il y a aussi toute une partie arsenalisation justement de l'appareil judiciaire. C'est une manière aussi de forcer l'adversaire à se battre sur plein de fronts en même temps. Là où peut-être il y a un peu plus de risques, c'est sur la question justement du choix et de la validation au niveau des États des électeurs. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au Congrès, vous pouvez avoir au niveau des États une assemblée parlementaire qui décide que l'élection ne s'est pas déroulée dans des conditions optimales, qu'il y a eu des tricheries, un échelon encore infra, et donc l'Assemblée pourrait décider, ok, on pense que cette liste d'électeurs, de grands électeurs qui a été choisie par les élections n'est pas la bonne, on va en installer une autre à la place. Ils avaient tenté de le faire en 2020 déjà. C'est-à-dire qu'en Géorgie notamment, où il y a en ce moment un recours en justice et au tribunal là, en Géorgie, vous avez une tentative de créer une liste républicaine alternative pour l'envoyer au Congrès et que le Congrès décide laquelle des deux est la légitime. Donc la Chambre des représentants. Et cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait un effort beaucoup mieux construit, beaucoup moins improvisé dans la dernière ligne droite, de préparer dans certains États potentiellement, en tout cas, une tentative d'installer des listes alternatives si jamais Kamala Harris gagnait ces États. Et alors, je repose la question que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une probabilité assez forte, Gallagher Fenwick, pour que le 5 novembre et le 6 et le 7, peut-être, on ne sache pas exactement qui a gagné? Le 5 novembre au soir, Donald Trump va déclarer sa victoire.
quoi qu'il se passe. Il a déjà décidé qu'il ne pouvait pas perdre cette élection. Donc on sait déjà, d'ailleurs la question lui a été posée à de multiples reprises, si vous perdez, est-ce que vous reconnaîtrez votre défaite? Vous pouvez chercher, il n'y a aucune fois où Donald Trump dit oui, je reconnaîtrai ma défaite. D'accord, il y a un sondage, je vous laisse continuer, mais qui dit un électeur républicain sur 4 pense qu'en cas de défaite, Trump doit faire tout ce qu'il faut pour prendre ses fonctions. Oui. C'est intéressant, hein Non. Quand défaite annoncée, je pensais que vous alliez me sortir le sondage qui concerne 2020, où Donald Trump continue de dire j'ai gagné 2020. Il y a eu une fois où il est allé à la frontière et il a dit j'ai perdu d'un tout petit peu. Je pense qu'il n'avait pas les bons éléments de langage et une vaste majorité des républicains continuent de penser qu'effectivement il y a eu trafic et trucage et qu'il a gagné en 2020. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que le 5 novembre ne peut que mal se passer. C'est très simple. Soit Donald Trump gagne, soit Donald Trump perd. Donc, et de toute façon, ça se passe pas bien. Bah, ça se passe pas bien, parce que si vous voulez, soit vous avez l'arrivée au pouvoir, voilà, soit vous avez l'arrivée légale au pouvoir d'un type qui dit j'admire Adolf Hitler et je veux les mêmes généraux que lui, soit vous avez le type qui vous dit j'adore Adolf Hitler et je veux les mêmes généraux que lui, qui perd. Donc voilà, il est déjà en train d'installer ce moment-là et qui peut effectivement durer, qui peut donner une sorte de crise constitutionnelle avec la Cour suprême qui va rentrer en jeu et ces rapports de force qui vont s'installer. Je n'en termine pas là. La différence entre Donald Trump de 2024 et 2016, c'est que Donald Trump, il a fait l'expérience du pouvoir, il connaît les outils du pouvoir et sa campagne, cette fois-ci, même s'il y a toutes les paroles, etc., et les écarts de comportement, c'est une campagne qui est très disciplinée et qui est bien plus musclée et à droite qu'en 2016 et en 2020. Ça peut durer combien de temps, ces recours Rappelez-vous qu'en 2020, l'élection a lieu un mardi, ça n'est que le samedi. Oui. Et début de soirée en heure française. Ça pourrait effectivement durer des jours. Je rappelle que dans l'Arizona, qui était un État clé, Joe Biden l'emporte de 10 352 voix ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, pas grand-chose. Oui, ça ouvre la porte à pas mal de recours. Il nous reste quelques minutes, ça passe trop vite ces débats, mais ça veut dire qu'ils étaient passionnants. Je reviens vers vous, Richard Verly, parce que alors, en préparant l'émission, vous nous avez dit, d'ailleurs j'ai lu votre article dans le média suisse Blick, il y a cette hypothèse qui est quand même très étonnante d'une démission du président actuel, Joe Biden, qui pourrait intervenir avant le 5 novembre? Alors c'est une des rumeurs qui court à Washington et je l'ai lu ce matin même dans un quotidien qui est moins souvent cité que le Washington Post, c'est le Washington Times. Eh bien, il y avait un article pour dire « Et si Joe Biden démissionnait ?» Alors, il y a deux théories. La première théorie, c'est que Joe Biden serait effectivement en très mauvaise santé, que c'est très compliqué et qu'il pourrait arriver qu'avant le passage de relais du 6 janvier, je rappelle les dates, c'est le 17 décembre que les grands électeurs, chacun dans leur État, vont voter donc pour le président élu et c'est le 6 janvier que le Congrès va confirmer ce vote avant l'investiture qui aura lieu le 20. Donc, est-ce que Joe Biden peut encore tenir son mandat? Ça, c'est ce que disait le Washington Times, mais il y a aussi des considérations politiques. Est-ce que dans le cas où Kamala Harris l'emporterait, je dis bien donc après le 5 novembre, elle l'aurait emporté, mais Donald Trump refuserait le résultat, eh bien peut-être que Joe Biden, en démissionnant, précipiterait en quelque sorte les choses. Alors bien évidemment, on est dans la politique fiction, mais c'est vous dire à quel point on est inquiet de cette période qui va se dérouler du 5 novembre jusqu'au 6 janvier, ou en tout cas jusqu'au 17 décembre, date du vote des grands électeurs, notamment parce qu'on sait que vraiment des centaines d'avocats sont prêts pour Trump, notamment dans un État comme la Géorgie ou comme la Pennsylvanie, et on sait aussi qu'un certain nombre de règles de la transition, vous savez, ce code de la transition, qui normalement doit être signé par les deux candidats, eh bien Trump a refusé d'en signer toute une partie de ces documents qui normalement permettent de garantir le passage tranquille et serein du pouvoir d'une administration à l'autre. Agnès Trouillet, parce qu'il y a les bataillons d'avocats côté républicain, mais il y en a aussi côté démocrate. Ils ne restent pas les bras ballants et ils se préparent à des semaines post-scrutin qui seront peut-être houleuses. Je ne vais pas vous demander de faire un pari, mais est-ce que vous êtes quand même un peu inquiète c'est notre thème central, sur ce que peut devenir la démocratie américaine face à une épreuve comme celle-là? C'est une épreuve, le système démocratique américain. Oui, c'est une épreuve. Alors donc, Kamala Harris a bien expliqué que ses équipes étaient prêtes, qu'il y avait les ressources, et donc tout avait été mis en œuvre pour assurer que les choses se passent de la meilleure façon possible. Et de chaque côté, effectivement, il y a des armées d'avocats qui prévoient, ça va se jouer entre procédures,
comme ça. Ça peut durer très longtemps, cette histoire. Et surtout que, bon, le comptage des votes n'est pas près d'aboutir. Et le 5 novembre, a priori, on ne saura rien. Donc, et Trump a dit. Pourtant, on a prévu plein d'émissions spéciales. Elles seront passionnantes. Oui, elles seront quand même passionnantes. Sauf si les résultats sont déjà si élevés pour l'un candidat ou l'autre. Mais Trump a dit qu'il accepterait les résultats de l'élection s'il n'y avait pas de fraude. S'il gagne. Oui, c'est ça. S'il gagne, forcément, il n'y aura pas de fraude. S'il gagne. Est-ce que, tiens, je suis un peu du côté démocrate, là. Est-ce que certains États démocrates, en cas de victoire de Donald Trump, Maxime Chervoux, alors, je vais dire, peuvent faire sécession. Le mot est certainement trop fort, mais peuvent essayer de se soustraire à un certain nombre de décisions de Donald Trump. On l'a vu, par exemple, sur son premier mandat, sur toutes les questions environnementales. Oui, c'est vrai que la Californie, en particulier le gouvernement de Californie, s'était posé comme rempart contre beaucoup de décisions réglementaires qui étaient mises en place par Donald Trump. Faire sécession, non, il n'y aura pas de sécession. C'est-à-dire que l'analogie de la guerre civile aux États-Unis peut marcher dans une certaine mesure, mais on n'est plus sur une guerre retranchée entre États. C'est-à-dire que la guerre, elle est peut-être dans ce cas-là au sein même des États, au sein même des communautés urbaines, entre des quartiers républicains, des quartiers démocrates. Vous avez, il y a des Américains qui déménagent parce qu'ils ne veulent pas avoir des voisins qui se rassemblent selon affiliation partisane ou affinité partisane. Non, je veux dire, en fait, si on devait avoir quand même un mot, notamment parce qu'on a eu tous eu l'occasion d'être très critiques, très négatifs, c'est la conclusion. J'ai envie de reprendre un petit peu de recul quand même. C'est-à-dire que depuis 250 ans, les élections américaines marchent sans aucun problème tous les 4 ans. Les Américains ont réussi à organiser des élections en pleine guerre civile, ce qui n'était quand même pas gagné, alors que la guerre civile était vraiment à vue d'œil depuis Washington. Et dire bon, le système a des garde-fous, on va dire, impératifs en termes de date, en décembre, en janvier, etc. Et ce sont les démocrates qui sont au pouvoir et qui vont superviser ce processus jusqu'à janvier. Merci beaucoup. C'était vraiment un débat passionnant. Merci d'y avoir participé. C'était mieux quand on vous entendait qu'à la guerre. J'espère. Allez, à très bientôt sur ce plateau. Merci aussi à Richard Verly. Et je rappelle qu'on vous lit évidemment dans le Mediablick. Salut et merci à votre hôte d'avoir participé finalement à notre émission. Nos débats, ils sont sur publicsénat.fr, en podcast sur les plateformes d'écoute. Et puis notez que c'est Pierre-Rosan Vallon, historien, sociologue, professeur au Collège de France, qui sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale demain à 8h. Belle soirée française et américaine.